Je suis parti de Paris, et là, je reviens de Lausanne. Avant, j'étais à Montréal. Je suis passé aussi aux Pays-Bas. J'ai pris l'avion pour Toulouse. Et je remonte à Paris, en passant par la Corrèze. J'ai fait la connaissance de Gian, en service de soins palliatifs, au CHU de Lausanne. Il cite Kierkegaard, Benjamin, chez Ipso. Un cabinet médical différent. Eux, ils jouent collectif. Antoine, lui, est pharmacien sur le plateau des 1000 vaches. C'est le gardien des poisons. Quant au docteur Brunet, bluffant, avec son lac de data et l'intelligence artificielle qui va avec. Joss et son réseau de soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et enfin Dominique, à la clinique Pasteur de Toulouse. Alors lui, il cite Lacan et l'amour. Non mais tu le vois, certains décident d'agir. Parfois, voire même souvent, c'est pour faire évoluer leur culture. Oui, alors que en fait, ce qui fait notre spécificité et notre force, c'est pas notre organisation. Notre organisation, elle évolue en permanence en fonction de la taille de l'équipe, en fonction du contexte. Les outils qu'on utilise aujourd'hui sont plus les outils qu'on utilisait il y a 2 ou 3 ans. Les modalités d'organisation sont plus les mêmes. Ce qui ne change pas, c'est le cadre culturel. Et ce qui est compliqué, c'est de faire rentrer les gens dans un cadre culturel. Alors oui, quand tu pars de zéro, il y a un côté plus simple parce que tu peux définir un peu de zéro ce cadre culturel et puis dire aux gens, vous adhérez ou pas, et puis vous rentrez dedans. Quand tu pars d'un existant, il peut y avoir la force de l'existant et puis c'est plus compliqué à changer. Mais nous, quand on recrute des gens chez Ipso, par exemple des soignants, des médecins, ils viennent même s'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas forcément beaucoup exercé ailleurs, ils ont déjà passé 10 ans au moins à la fac, à l'hôpital, dans un cadre culturel complètement différent de ce qu'on connaît, avec des réflexes très différents et de toute manière, on va devoir déconstruire ça. Donc ça passe à la fois par effectivement probablement se concentrer sur le recrutement, sur le fait de choisir des gens qui vont adhérer au projet, adhérer aux valeurs, avoir éventuellement un certain savoir-être. Mais c'est aussi énormément de passer du temps sur l'intégration des gens et leur faire comprendre ces codes et ces principes. On voit bien la plupart des médecins qui arrivent, il y a un certain nombre de nos fonctionnements qui vont les perturber au départ. Ils ne vont pas forcément être à l'aise avec le fait qu'il y ait une transparence totale sur les dossiers médicaux et des relectures communes, sur le fait d'avoir des retours systématiques des patients via les questionnaires et en plus des retours qui vont être partagés en équipe. Et donc pour moi, c'est ça, un chercheur, il se pose des questions pertinentes. Donc en absence de connaissances ou en absence de façon de faire, en lien avec une problématique spécifique, un chercheur se pose des bonnes questions, puis un innovateur prend ses résultats de la recherche et les applique dans la pratique. Donc pour moi, un bon chercheur innovateur se pose une bonne question qui répond aux besoins des patients et se donne une méthodologie pour pouvoir y répondre et suite à ça, suite à l'analyse de ces résultats-là, de prendre les résultats et de les appliquer auprès du patient. Donc rapidement transférer les connaissances générées par la recherche plus rapidement et au chevet du patient. Les moyens que ça va apporter, est-ce que ça, en plus du facteur humain et de l'amélioration incontestable finalement du rapport entre le patient et le médecin, va en même temps générer des moyens financiers. Voilà. Parce que c'est ce que va entendre, je pense que le politique, l'économiste, les gens qui tiennent le cordon de la bourse, ce qui les intéresse, ils disent c'est très bien, vous faites votre truc là, de l'humain, c'est parfait. Mais, et même s'ils ont un peu vocation à aimer l'humain, très bien. Mais est-ce que ça va nous permettre de faire des économies qu'on pourra réinjecter dans d'autres choses? L'évolution du système de santé actuel est une très mauvaise évolution. Dans plusieurs pays occidentaux, y compris la Suisse, on a un mouvement vers une privatisation sauvage du système de santé et vers une occupation du système de santé par des forces économiques qui sont vouées à la maximisation des profits et qui regardent le système de santé comme un marché. Et donc la santé comme un produit.
tandis que la santé est un droit humain, ce n'est pas un produit. Mais si on la regarde comme un produit, alors il y a tous les mécanismes du marché qui se mettent en place. Et donc là, les critères primaires, ce n'est pas le bien-être du patient, c'est le chiffre d'affaires. Et là, il faut savoir que à peu près 30% des dépenses totales d'un patient durant toute sa vie, pour la santé, se jouent les derniers 1 à 2 ans. Donc, c'est des dizaines et dizaines de milliards dont on parle. Et là, évidemment que ce qu'on définit comme l'acharnement thérapeutique, qui est endémique dans tous les pays occidentaux, ne cause pas que de la douleur, de la souffrance très très forte et inutile. Il cause aussi des dépenses inutiles et évitables, mais qui augmentent les chiffres d'affaires de certains acteurs dans le système. Et donc, les soins palliatifs, qui sont clairement la meilleure antidote contre l'acharnement thérapeutique, eh bien, ils ne sont pas tellement aimés par le système. Il y a énormément de résistances cachées, parce qu'on ne peut pas être ouvertement contre les soins palliatifs, mais de façon cachée, oui, et très forte. Comme quoi, par exemple? Pardon? Comme quoi, par exemple? Alors, on cherche à diminuer l'importance de la médecine palliative, à la mettre dans un coin. Parfois, le système cherche même à héroïser les médecins et les soignants dans les soins palliatifs en disant « Ah, c'est vraiment quelque chose d'hyper-éthique », ce qui est complètement faux. Nous ne sommes pas plus éthiques que les orthopédistes. C'est juste des disciplines médicales avec des bases scientifiques qui cherchent à faire leur travail au mieux. Mais ça, c'est aussi une manière de ghettiser les soins palliatifs, de les mettre un peu dans les coins éthiques. Et donc, de dire que ce sont un peu les samaritains du système de santé. On n'est pas. C'est pas vrai. On est tout aussi scientifique que les autres disciplines. Mais donc, récemment à Zurich, ils ont essayé de mettre en place un poste de professeur assistant en soins palliatifs dans le département des radio-oncologie. Ce qui est évidemment absurde, sauf si on voit la logique du pouvoir qu'il y a derrière, de figer les soins palliatifs dans l'oncologie et d'éviter qu'ils posent trop de demandes peu commodes, comme justement la question « est-ce qu'on a le droit de tout faire juste parce qu'on peut le faire ?» Et ça, c'est une demande qui n'est pas très agréable pour le système de santé voué à la maximisation des chiffres d'affaires. Donc je m'élève un peu en faux, il n'y a pas que les salauds d'industriels qui font de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Après, il faut que ça soit raisonné et que c'est un but raisonné derrière pour moi. Alors, il faut aussi dire que à tout niveau, le système de santé souffre d'incitatifs financiers négatifs pour les patients. Une incitation trop forte à réduire les dépenses aurait les mêmes effets, parce qu'on risque par exemple de faire sortir les patients trop tôt de l'hôpital et puis ils reviennent après 3 jours parce que c'est juste pas possible à la maison. Ça, c'est aussi un des effets qu'on observe quand on cherche à faire des économies, mais des économies au mauvais endroit. Il faut faire des économies au niveau des médicaments souvent inutiles dans la dernière phase de la vie. Les personnes âgées ont des listes de médicaments énormes qui par ailleurs ils ne prennent pas et puis ils les jettent. Un pourcentage énorme des médicaments n'est jamais pris par les personnes, il est juste jeté. Il y a beaucoup d'interventions inutiles en fin de vie parce que justement si on a un système qui vous paye à l'acte, bon, vous êtes incité à faire des actes. C'est assez simple. Et s'il y a un système qui vous paye pour réduire la durée moyenne de séjour, bon, alors vous réduisez la moyenne de séjour le plus possible, que ce soit bien pour les patients ou pas. Et dans les soins palliatifs, où il y a quand même un taux de décès important, qu'est-ce que ça veut dire d'inciter à réduire la durée moyenne de séjour? Quelle est la valeur éthique de cette incitation? C'est juste horrible.
Et en plus, on sait que l'acharnement thérapeutique, non seulement péjore la qualité de vie des gens, mais il raccourcit leur vie aussi parce que les physiques des patients à la fin de vie n'est plus apte à supporter certaines thérapies. Donc, en effet, la seule forme d'euthanasie active qui est hyper répandue dans tous les pays occidentaux, c'est l'acharnement thérapeutique en fin de vie. Si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui, la politique économique, ce que tu viens de dire, c'est que tu es payé, c'est le résultat à l'acte, ou payé à l'acte, je ne sais plus quel est le terme exact. Enfin voilà, tu as 10 minutes pour faire ton truc, parce que c'est 10 minutes, parce que c'est rentable. Si tu mets 15 minutes, c'est pas rentable. Voilà. Donc, il est vrai qu'avec une politique comme celle-là, je ne vois pas très bien comment on peut appliquer les propositions que tu énonces. C'est sûr et certain. Là, on est dans un lieu où, je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas dans la vraie vie, toi non plus. Tu es d'accord? Donc nous non plus, on n'est pas dans la vraie vie à Pasteur. Il y a un monde de violence autour de nous. Mais c'est un peu comme quand tu es dans ta famille. Tu sais qu'il faut voyager, voir des trucs autour de toi, pour tes enfants, pour ta famille, parce que tu peux pas être déconnecté du monde. Mais tu as une responsabilité de protection des tiens. Donc c'est toujours cette ambivalence-là. Moi, je vois plein de choses hyper violentes, notamment dans le secteur de la santé, autour de nous. Quelquefois c'est dur, même chez nous aussi. Mais donc il faut rester lucide, ouvert, se re-questionner, toujours se remettre en question, douter autour de ça. Mais d'un autre côté, il faut rester fort sur ses bases, qu'on doit protéger les siens. C'est quand même, c'est peut-être grégaire comme réflexe, mais moi je pense que c'est vraiment mon rôle d'essayer de protéger du mieux que je peux. Et protéger, c'est comme dans sa famille, on protège aussi des menaces extérieures. Et donc forcément, on cloisonne un petit peu. Mais une perméabilité totale dans un monde de fonds d'investissement internationaux, d'intelligence artificielle qui va décider de notre avenir collectif, tout ça, j'ai pas trop honte à protéger un petit peu les miens. Tu les protèges et en même temps tu permets aussi la perméabilité. Enfin, ils se la permettent eux-mêmes. Ils se la permettent eux-mêmes. Régulièrement, ils me disent « Mais attends, on n'est pas allé à un autre endroit, c'est vachement mieux ailleurs. » Donc je dis super, super, tant mieux si c'est mieux ailleurs, il faut qu'on s'en inspire. Voilà. Mais ce sentiment d'attachement les uns aux autres, c'est quand même un truc qui est fort quand même dans un groupe humain. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est transmis. Quand on parle de culture d'entreprise, moi ce que je ressens plutôt, c'est quand on a l'impression de défendre collectivement un même idéal qui n'est pas parfait, qui doit être re-questionné chaque jour, c'est quand même quelque chose d'assez magique, ça quand même. Quand tu as l'impression de défendre une cause ou un idéal, c'est quand même un truc qui est quand même fantastique à vivre au quotidien. Quand tu n'as plus l'impression dans ton travail de défendre un idéal, et que tu le fais en te raccrochant à des alibis, en te disant non mais finalement c'est pas si mal, je trouve mon compte au niveau perso, finalement j'ai un bon entourage proche, j'ai un chef qui est sympa, mais je crois pas à l'idéal de ce que je défends dans mon groupe de travail ou dans mon entreprise, ça c'est chaud quand même à vivre au quotidien. Et moi qui suis très angoissé par la question du néant, au seuil de sa vie, se dire qu'on est passé à côté de l'essentiel et qu'on n'a pas défendu quelque chose en quoi on croyait et qu'on trouvait beau, à mon avis, ça doit être costaud à se cogner. En reliant les langages de la tête, avoir la possibilité d'imaginer des solutions, celui du cœur, penser la qualité pour les autres, pour soi et pour le système, et celui des mains, pour faire, pour créer et donc se réaliser. Je me pose la question, donc ce ne serait pas des questions de moyens, ce serait réellement une question organisationnelle, ou d'organisation, de financement, de volonté politique. Donc maintenant qu'on a posé tout ça, voilà, il va y avoir quand même des résultats. Et donc, par exemple, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'alimentation, par exemple. Comment est-ce que ces collectifs ont réussi à améliorer le post-alimentation au sein de ces établissements? Alors l'idée, en fait, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. C'est là que je vous dis qu'il faut qu'on soit à l'écoute, ouvert sur les autres. Et il faut que les autres aient cette conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire que si les gens vont venir vers nous, s'ils savent qu'on peut faire des choses avec eux, et que nous, on s'engage avec eux.
Une initiative avec M. Collet. Et donc il partait du principe que ça serait bien de faire quelque chose sur le toit. Et on a discuté ensemble justement pour pouvoir créer ensemble, enfin moi avec Sébastien, mon collègue, créer des menus spécifiques pour les patients en y incorporant des légumes qui étaient sur le toit. Voilà. Donc des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes, des haricots verts. Ce qui nous permettait donc au niveau bilan carbone, on était à 0 avec ce qu'on cueillait et pouvoir discuter aussi auprès des patients, auprès des convives au restaurant de ce qu'on faisait là-haut. Et bon, ça a pris de l'ampleur, ça a amené beaucoup de choses, de relations avec des gens un peu de l'extérieur, des associations. Et on a amené au fur et à mesure, on a rajouté sur cette palette-là des aromates, des plantes un peu spécifiques qu'on fait découvrir. Alors qu'on fait découvrir aux patients et qu'on fait découvrir aussi avec les écoles. Alors par exemple, on fait des claés, on leur fait découvrir un peu ce qu'on peut cultiver sur un toit, malgré tout. Voilà, que c'est parce que c'est un toit qu'on ne peut rien y faire, au lieu d'avoir que ça soit plat ou une simple terrasse avec des gravillons, on peut y faire quelque chose dessus. Ça amène du lien aussi avec les gens, beaucoup. Ça permet d'avoir une communion, si on peut dire, avec les gens avec qui l'on est. Cueillir, faire goûter, faire découvrir. Et surtout faire goûter aux jeunes enfants les vraies valeurs, le vrai goût, quoi. Voilà. C'est des choses du coup qu'on a commencé d'ailleurs avec le jardin. Donc une start-up Macadam Garden qui est venue nous rencontrer en nous disant voilà, on veut créer des espaces japonisants, style start-up californienne, pour que les salariés soient un petit peu zen dans un espace, un environnement un peu protégé. Dans un établissement de santé, c'est pas possible. Les infirmières, par rapport à l'hygiène, leur tenue, la propreté, leur temps de pause, c'est irréalisable de les conduire dans un jardin japonisant. Par contre, en discutant avec eux, on a de suite ressenti parce qu'eux aussi, ils avaient cette compétence-là, de planter des légumes d'antan, et on a fait le lien rapidement, nous, avec notre projet à la restauration. On a fait le lien avec une faisabilité technique sur nos terrasses, et puis là, c'est parti, quoi. On a monté un projet, on a fait un business plan. Et puis là, on a bien sûr un passage en direction pour, voilà, avec ces chiffres-là, qu'on ait une validation économique d'un directeur. Et on a la chance d'avoir un directeur qui nous laisse inventer ça en amont et puis le présenter au final et nous suivre. Sur le toit, quand on rencontre certaines choses, alors il y a pour les patients, il y a pour le restaurant aussi, mais quand on a des petites cueillettes très légères, que ce soit la groseille, la fraise, on appelle les diététiciennes, voyez, pour qu'elles puissent, on lui dit est-ce que tu as des patients qui sont pas bien du tout, voilà. Si tu veux, on peut leur faire des tartelettes à la fraise ou à la groseille. Donc on est vraiment à la carte. Voilà. C'est pas parce qu'on est un établissement de santé où on fait 1100 repas jour qu'on peut pas se permettre ça. Par exemple, l'alimentation, c'est des gens de la restauration, les gens dans un hôpital, on ne peut pas dire que la restauration, c'est le truc ou la cuisine qui soit mis à l'honneur. Hein. C'est plutôt des mecs comme toi, Toubib, qui sont les héros, quoi. Et quand ces gens-là ont eu un vrai projet éthique de dire on doit retravailler sur tous nos menus, rééquilibrer le rapport oméga 6, oméga 3 pour participer à la prévention des risques de cancer et des risques cardiovasculaires, travailler avec des petits producteurs locaux pour limiter l'impact carbone, planter nos champs de carottes, de patates et de poireaux dans un ESAT dans la banlieue de Toulouse, intégrer des personnes handicapées dans la cuisine, créer de l'économie circulaire en triant à la cantine nos déchets fermentescibles avec une start-up pour alimenter nos propres champs dans la banlieue de Toulouse. Quand ils ont dit on pourrait monter une épicerie solidaire pour les salariés qui galèrent, enfin, quand tu as des gens comme ça qui proposent tous ces projets-là, c'est clair que c'est des héros, quoi. Guillaume, la logistique est essentielle. Regarde Antoine, il a repensé la préparation des commandes et la délivrance des médicaments. Comme ça, il passe plus de temps avec ses patients et ça profite à tout le monde. Docteur Brunet, à Montréal, lui, il a carrément pensé un système robotique pour délivrer les plateaux repas et les draps dans chaque service. Il a aussi pensé aux employés qui devaient monter en compétences. Sarah, son projet, c'est que tous les employés de la clinique Pasteur viennent à vélo. Jen et son équipe prennent le temps. Ils s'asseyent autour du lit de leurs patients. Regarde, à la clinique Pasteur, ils organisent même des concours photos entre les patients et les soignants. C'est chouette, non ?
Sur l'alimentation, par exemple, bon, ils vont mieux manger. Ça, c'est bien. Mais par exemple, le plateau repas, il part de la cuisine et il va arriver dans les chambres. Donc il y a une logistique. Le plateau repas, il passe de main en main. Comment est-ce qu'on organise cette chaîne? Quelle est la logistique finalement? Comment ils améliorent la logistique? Alors là, je parle du plateau repas, mais ça peut être un domaine que je connais un peu mieux, mais qui peut être dans tous les autres domaines liés à la pratique médicale. Enfin, moi, ce qui me passionne avec le numérique, c'est que pour moi, le numérique, c'est une révolution au moins aussi déterminante que celle de l'imprimerie. Voilà. Et alors que l'imprimerie et Gutenberg, ça a été à l'origine de l'humanisme du siècle des Lumières, des droits de l'homme, on ne voit toujours pas en quoi le numérique et Internet ont apporté une forme d'humanisme de notre époque. Donc ce que je crois profondément, c'est qu'autour de ces outils qui sont des outils qui peuvent être des outils d'émancipation, on a un rôle à jouer d'impulser une forme d'humanisme de notre époque. Et aujourd'hui, le monde du numérique, clairement, il est dominé plutôt par une pensée de la zone Pacifique, même sans juger d'ailleurs, hein. GAFA, Batix, qui sont plutôt de tradition de pensée libérale et libertaire. When we started to develop the IT, we did it together with the nurses. So we said we can't find the software we need to support the work the way we wanted to support. So we did with this friend who had this great mind and great vision on the future. He said, okay, if we do this in steps and together with the nurses, then we can develop it in a way that it's user-friendly for them. We only develop what's needed. We can avoid a lot of things which are not needed, and we can integrate all the different parts in one IT system. So that was, and we did it every time again, and then we got requests from the teams, and they said, it would be very useful if we can do this and that. So then, for example, we created a compass so that the teams can see how they're doing. So how they're doing on quality, satisfaction, how they're doing on collaboration with each other, how they're doing on the financial part, on productivity. So that became the compass. And we're still doing it this way. So now we're working, for example, on machine learning, artificial intelligence, blockchain. These are the topics, and it's just developing by itself. So we don't have a program. We get questions, requests from teams, and we do something. So this is on the IT side, and everybody's working with iPads and is doing the care plans and the scheduling and En fait là, Espace Patient, c'est l'exemple type, c'est-à-dire Espace Patient, c'est d'abord une idée, en se disant tiens, voilà, Dominique dit, maintenant il faudrait qu'on essaye de proposer des services aux patients. Donc là, comment on peut faire ça? Là, en fait, on arrive en disant des idées. Moi, je pense que voilà, ça serait bien d'avoir un espace patient, comme on a à la Redoute ou n'importe quel site de commerce. Mais nous, on ferait un espace patient qui serait gratuit et dans lequel on proposerait des services. Tiens, moi je pense que par exemple, on pourrait éviter que les gens fassent 300 km pour venir amener leur papier, le document d'identité, faire leur préadmission. Donc on pourrait, ça c'est un service qui est très simple à mettre en œuvre et on pourrait très bien le faire. Donc ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Donc là on fait des maquettes. On va voir les médecins, on le présente à Dominique, il dit oui c'est bon, et on progresse comme ça. Voilà. Okay. Donc on choisit un panel de patients avec lesquels on veut travailler, on leur propose le service, et puis ensuite voilà. On teste, vous expérimentez avec eux? Ouais, on teste, on expérimente avec eux. On a des liens directs avec eux du genre, on se dit, moi je me dis c'est bien qu'ils l'utilisent, mais à la fin ça serait bien qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Donc on met ça en place. Eux, ils disent, voilà, moi je pense que ça c'est bien, ça c'est nul, etc. Et on fait progresser l'outil avec eux en fait. D'accord. Donc là c'est vraiment un projet où ils donnent une direction en disant il faut qu'on trouve des solutions pour proposer les services aux patients. Et puis ensuite, voilà, on a carte blanche pour proposer les services. Pour tester voilà. Et puis... C'est ça exactement. Et donc en fait l'espace patient ça a commencé avec un module qui était très très simple, qui était je fais ma préadmission. Mais qui est déjà énorme en termes de services pour les patients. Et puis ensuite, petit à petit, avec les idées des patients eux-mêmes ou les idées que nous on apporte, on a enrichi en termes de fonctionnalités.
Comme quoi, par exemple? Par exemple, à un moment donné, on se dit, tiens, un service que personne propose aujourd'hui, c'est quelqu'un est hospitalisé, et puis la famille, sans arrêt, elle passe son temps au téléphone pour dire est-ce qu'il est allé au bloc opératoire, est-ce qu'il est bien sorti, est-ce que tout va bien, etc. Donc on se dit, nous, on a des moyens informatiques de pouvoir les tenir informés de ce qui se passe dans le déroulement de l'hospitalisation, donc on le met en place. Donc aujourd'hui, on a un espace avec une application qui s'appelle CP Famille, et en fait les patients peuvent dire tiens, moi je souhaite que telle et telle personne soit tenue au courant du déroulement de mon hospitalisation. Donc aujourd'hui, quand le patient descend au bloc opératoire, la personne qui l'a désigné reçoit un SMS ou sur l'application pour lui dire il est descendu au bloc opératoire, il est sorti du bloc, il a été changé de chambre, vous pouvez le joindre à tel numéro. Donc en définitive, on évite à la famille le stress et puis de passer tout son temps au téléphone pour avoir des nouvelles. Ça, c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui est plébiscitée par toutes les familles. Et comment vous faites quand les familles ou les patients n'ont pas cette facilité d'accès au numérique? Ouais. Est-ce qu'il y a uniquement cet espace patient ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises? Non, en fait, l'espace patient est venu en complément des outils habituels du genre on n'a pas fermé le guichet aux entrées, les personnes qui souhaitent toujours le faire en papier, c'est-à-dire venir, ils peuvent toujours le faire. Ça, c'est un outil supplémentaire, en définitive. Aujourd'hui, on a 60 000 espaces patients qui sont ouverts, avec une moyenne d'âge de patients qui est de 63 ans. Donc aujourd'hui, moi j'ai plein de commentaires de patients qui ont 85 ans, 87 ans et qui me disent bon ben moi j'ai fait mon entrée sur mon espace patient. Ou alors bon moi j'y suis pas arrivé mais c'est ma fille qui me l'a fait. Ou tiens c'est mon voisin qui m'a aidé. Voilà. Mais aujourd'hui on a quand même, quand on regarde un peu le panel, on a 50% d'usage de l'espace patient qui se fait sur des smartphones ou des tablettes. Donc les tablettes, c'est vrai que même les personnes qui sont pas forcément jeunes ou qui ont l'habitude d'utiliser les outils informatiques l'utilisent sur les tablettes. Voilà. Donc moitié-moitié, c'est quand même pas mal. Sans juger, bien sûr que c'est fantastique, c'est super en termes d'expérience utilisateur, ouais, mais nous, notre vision à nous, c'est pas tellement l'expérience utilisateur qui compte, c'est l'expérience humaine.